Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, en cette belle soirée, c'est de lire le bouquin de Frédéric Razera qu'on a commencé la dernière fois, des footballeurs au travail, au sein d'un club professionnel. Donc, je vous avais dit, je sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé, mais en gros, c'est un sociologue qui a fait sa thèse dans un club de Ligue 2. Qui est complètement anonymisé, donc on n'a aucune idée de quel club c'est, mais un club qui est plutôt dans les débuts des années... c'est 2010 ou 2000, début des années 2000, je sais plus, là j'ai un doute maintenant. Mais c'est un club qui est en bas de la Ligue 2. Donc vous pouvez faire des suppositions si vous avez envie. Dans tous les cas, moi je ne pourrais pas vous apporter la réponse parce que j'en ai absolument aucune idée. Ça vaut pas le chat dopé, mais il y a quand même des bonnes takes ici. Oui, c'est juste que vous rigolez. En fait, comme je suis une chaîne moins humoristique que celle dopée, je pense que vous rigolez moins facilement quand j'essaye de faire des vannes. Parce que je vis extrêmement mal, par ailleurs. Et parce que je suis pas quelqu'un de très drôle. Du coup, ça amplifie le côté le fait que je me trouve pas drôle. C'est pour ça que je vous ai dit que je vous détestais. Et finalement, j'ai pas aimé vous parler. Rigolez là! Rigolez! Vous pouvez pas faire les fanzouz! Quand vous me rencontrez dans la vraie vie et ne pas rigoler à mes blagues si vous êtes des purs fanzouz! C'est pas cohérent en fait! C'est pas cohérent! Donc soit vous êtes en mode lobotomisé, soit voilà, merci. Tu te clashes avant que je le fasse. Mais bien sûr, c'est la base. Je désamorce tout. Tu devrais nous faire un signe quand tu fais une blague. Oh mais de ouf. Peut-être le comme ça de host. Dites-lui quand elle est chiante là. Je t'entends plus t'énerver que blaguer. Mais toi tu comprends pas la moitié des interactions qu'il y a ici, Tov. Je t'apprécie, hein. Moi, je trouve que c'est vraiment cocasse de t'avoir ici. Mais des fois, je trouve que tu comprends pas. Mais c'est pas grave, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Mando? Il vient faire son petit show d'humour, lui aussi, là. Putain. Ah oui, je vous ai pas dit, il s'est passé un miracle à la cour des papes. Au palais des papes, c'est ça? Au palais des papes. Il s'est passé un miracle. J'ai retrouvé l'odorat. Je déteste le fait d'avoir retrouvé l'odorat. J'ai envie de mourir. Mais j'ai retrouvé l'odorat. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça faisait 1 an, littéralement 1 an que j'avais perdu l'odorat. Quasiment entièrement. Et là, il y a des gens qui mangeaient de la viande devant moi. J'avais envie de gerber parce que d'un coup, je sentais toute la viande. Et c'est systématique. Dès qu'il y a des gens qui ont mangé de la viande devant moi, j'avais envie de gerber. C'est un miracle. C'est un véritable miracle. Et là, du coup, je sens que mon chat pue. Je sens tout. J'en peux plus. J'en peux plus. Peut-être que le palais te refile l'odorat quand tu lui pisses dessus. De ouf! Peut-être. De ouf. C'est plus quand t'es pas énervé que je suis étonnée. Ben oui, j'ai perdu l'odorat. En fait, j'ai perdu le goût pendant que j'ai eu le Covid. J'ai perdu le goût et l'odorat. Et en n'ayant plus le Covid, j'ai pas du tout retrouvé l'odorat. Mais pas entièrement. En fait, je sens les odeurs, mais de manière très très lointaine. Et je les sens plus de manière désagréable. Et je sens pas toutes les odeurs. Et là, c'est en train de revenir complètement. Et donc, du coup, je sens tout. Et j'en peux plus. J'en peux plus. Mando ne sent plus la petite brioche parce qu'en fait Mando a été dans une pension là. Il a été gardé pendant 5 jours Mando. Et du coup il pue. Il pue un lieu que je ne connais pas. Vu que ça fait longtemps, c'est peut-être intense le temps que ça se stabilise. Ah bah j'espère parce que là ça devient compliqué. J'ai passé littéralement tout le Frame Festival à me dire il faut que je change de vêtements et que je prenne une douche parce que je pue. Je sentais que je puais. Et les gens étaient en mode, bah non, tu sens rien. Et moi, j'étais en mode, je vous jure, c'est insupportable. Je n'en peux plus, je pue. Bref, donc, je sais pas. Donc, je vous dirai comment ça évolue. Mais pour tous les malades de Covid à venir, je vous ferai un débrief. Ça dépend des gens, Pungo. Et moi, je pensais que j'allais devoir faire de la rééducation pour retrouver l'odorat. Donc, je suis très perturbée qu'ils reviennent comme ça. Alors... donc j'étais en train de vous dire, désolée, oh là là, désolée, je divague, c'est terrible. Je pense que j'ai eu trop d'interactions sociales et que du coup je ne sais plus communiquer avec un chat Twitch. Salut Rao Twitch. Donc j'étais en train de vous dire que Frédéric Razera, il travaille sur un club de foot de Ligue 2 qui est professionnel, donc c'est-à-dire que les gens en vivent dans... Incroyable, vous êtes si drôle, on dirait le chat de Pécrotte. Oh, je vous adore. Ouais. Et donc, je disais... ce club, il est incroyable parce que on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc, vous avez le droit de faire des suppositions, mais il n'y a pas de réponse à vous apporter parce que c'est entièrement anonyme. Et on avait lu tout le début un peu sur qu'est-ce que c'est que la mise en concurrence entre footballeurs, qu'est-ce que c'est que de devoir négocier un contrat,
On avait expliqué aussi que le football était un sport qui était... Enfin, en tout cas, les footballeurs étaient assez méprisés parce qu'ils gagnaient beaucoup d'argent et que c'était considéré comme voilà, des millionnaires qui font n'importe quoi avec leurs thunes et tout ça. Et que c'était beaucoup d'hommes de classe populaire qui faisaient ce métier de footballeur professionnel et que ça venait amplifier aussi le fait que c'était extrêmement critiqué, qu'il y a plein d'autres sports dans lesquels les gens gagnent énormément d'argent, mais que en général, ça va pas y avoir le même traitement médiatique, type les golfeurs, les tennisman, etc. Voilà, donc on avait dit tout ça, et là, en fait, l'idée, c'est de voir, parce que comme ce sociologue, il a passé énormément de temps, il a passé plus de 10 ans, et il passe encore du temps avec les gens de ce club, il les suit sur le long terme, et ben c'est d'essayer de voir un petit peu ce que la vie au quotidien quand t'es footballeur professionnel. À quoi ressemblent les conditions de travail quand t'es footballeur professionnel? Ils prennent des très gros jets pour un tout petit trajet. Alors ça, j'ai tout loupé parce que j'étais pas là. Mais oui, j'ai vu les bails. Alors, pour vous donner un ordre d'idée des salaires des footballeurs de Ligue 2 de ce club, ça va entre quelqu'un qui va gagner, on avait dit 2500 € ou 3000 €. 3000 € à 30 000 € par mois. Donc en gros, celui qui est le moins bien payé, il est à 3000 € par mois. Celui qui est le plus payé, il est à 30 000 € par mois. Et c'est en fonction de plein de choses, en fonction de ton ancienneté, en fonction de est-ce que tu as déjà joué en Ligue 1, et donc du coup, bah, tu vaux plus cher sur le marché. Mais en tout cas, chacun des joueurs est rémunéré différemment et doit passer par un agent pour négocier ses contrats. Voilà. Non, j'ai rien vu du tout, l'anonyme. J'étais pas là, de toute façon, j'étais pas là. 3K par mois pour jouer au foot en Ligue 2, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que je vous lirais? Ah oui, voilà. Il y a les choix tactiques, les réunions. Parce qu'en fait, je lis jamais les bouquins en entier pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude et qui viennent pas parce que d'habitude c'est plus tôt. Je lis jamais les bouquins en entier. Je lis que des extraits et on pioche dans des chapitres. Ah voilà. Là, ça peut être rigolo. De lire des extraits de terrain, ça pourrait être sympa. Le contrôle des attitudes. Ça peut être sympa. Vas-y, je vais vous lire ça. Le contrôle des attitudes. Montrer son adhésion au collectif. Dans un contexte où l'objectif d'accumulation de victoires est institué comme étant la raison de toute chose, les paroles et les attitudes des joueurs sont soumises au contrôle diffus de l'ensemble du collectif de travail, des membres du staff et des collègues footballeurs. Donc en gros, le but des footballeurs, c'est de gagner des matchs de foot. Jusqu'ici, là, tout va bien. Ça parle que des joueurs ou du staff? Non, il y a des entretiens avec le staff, etc. aussi, ouais. Des extraits de terrain de foot si j'aurais un morceau de gazon. Waouh. Je viens de partager la chaîne sur un forum de supporters. Vous êtes adorables, les footix. Disclaimer tout de suite, j'aime le foot. Juste, je n'y connais rien parce que ça fait très longtemps que j'ai pas suivi tout ça parce que je suivais avec mon daron, mais j'aime le foot. Non, pourquoi vous dites oh non? C'est un public qui va être intéressé, vous êtes toxique, hein. Ce chat est extrêmement toxique. Bah, de quoi la pression? C'est pas moi qui ai écrit le bouquin. Pourquoi j'aurais la pression? C'est pas moi qui ai fait l'enquête. Si c'était moi et mon travail, mais c'est pas mon travail, là. Moi, j'ai aucune pression. J'ai aucune pression avec ça. Donc voilà, donc le but d'un collectif de foot, c'est de gagner des matchs. Jusque-là, tout va bien. Merci Fiansouk pour les 22 mois de soutien, merci beaucoup. C'est pas de cravate qu'il faut me couper. Super taf, continue. Si tu veux te réorienter, il y a une place vacante dans l'État britannique si tu veux en ce moment. Je pense que j'ai pas les codes. J'ai pas les codes, je pense. C'est mort. Merci beaucoup Fiansouk pour les 22 mois. Des bisous. Merci. J'ai des poils de chat dans les cheveux, j'en peux plus. Donc, en gros, là, ce qui est dit par l'auteur, c'est que non seulement le but du collectif de foot, enfin, d'une équipe de foot, c'est de gagner des matchs, mais du coup, tous les membres de l'équipe, que ce soit le staff, les joueurs et joueuses, etc., les encadrants, doivent faire ce travail de surveiller que tout le monde se met en condition pour gagner. On peut aimer le foot et être de gauche? Ah bah bien sûr. Bon, on aime le foot en étant ce qu'on veut, en fait. Hein. Tout le monde est... Enfin, c'est plein de gens très différents qui aiment le foot, quand même. Du coup, le roi Charles est célib? Oh, l'aide. À cet égard, la suspicion traverse continuellement le vestiaire. Il est en effet courant d'entendre des joueurs livrer leurs doutes sur la façon dont certains de leurs collègues prennent en compte les objectifs compétitifs, tout en valorisant en retour leur propre implication. Donc en gros, t'as des joueurs qui sont en mode « Ouais, moi je donne tout pour les collectifs, les autres ils font R,
Ils font R, est-ce qu'ils veulent vraiment gagner? En conséquence, les joueurs sont fortement contraints de montrer leur investissement par rapport à des enjeux légitimes. Un événement qui a marqué le collectif de travail montre particulièrement bien cette nécessité. Donc là, il va y avoir un extrait de quelque chose qui s'est passé et qui va montrer... Enfin, en gros, l'auteur, il dit voilà, il y a un contrôle qui est effectué par les joueurs sur les autres joueurs pour surveiller que tout le monde est bien impliqué dans son travail. Donc c'est littéralement, enfin si tu transposes ça à un autre boulot, c'est littéralement tes collègues qui vérifient que tu es bien en train de faire ton travail pour pas foutre tout le monde dans la sauce parce qu'il faut le rendu à telle heure, machin. Donc c'est vraiment ce travail-là. De surveillance entre personnes qui sont de la même hiérarchie. Et donc pour prouver que lui, il a découvert ça sur le terrain, eh ben, il va utiliser des extraits de ce qu'il a vu pour appuyer tout ça. À la suite d'une victoire de l'équipe première en championnat, Kevin, défenseur de 23 ans, qui a déjà joué une centaine de matchs en Ligue 2 au cours de sa carrière, vraisemblablement mécontent d'avoir été remplaçant lors de sa rencontre, est resté en retrait au moment où ses collègues se sont mis à chanter la chanson rituelle qui clôture chaque victoire dans l'entre-soi du vestiaire. Ah bah bravo! Bravo Kevin! On est sur le banc, on a le seum, on n'encourage pas les poteaux? Abusé! Les jours qui suivent, plusieurs joueurs ainsi qu'un kinésithérapeute me racontent les faits et en étant relativement critique par rapport au comportement de Kevin. J'apprends également qu'il a même été convoqué par le président et le coach pour ce qui est présenté comme une faute professionnelle. Oh, il a pas le droit de faire la gueule. Salut Anas. Ce dernier lui demandera dans la foulée de présenter publiquement ses excuses à ses propres collègues. Oh, juste parce qu'il a pas chanté de chanson, t'imagines? En fait, j'ai juste le seum, donc j'ai juste envie de rester tout seul. Oui, c'est une faute professionnelle. Tu vas t'excuser devant tout le monde. Merci Dadouron. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Merci Dadouron pour les 22 mois. C'est dingue. Merci pour ces lectures. Des bisous Dadouron. Merci pour les 22 mois. Merci, merci. Convoquer un entretien préalable à son licenciement. Non, non, non. Il va pas être licencié là. Il est juste en train de dire attention. Attention, Kevin, t'es en train de déraper. Dérapix. Putain, mais j'ai vraiment des paquets de poils de chat dans les cheveux. Il faut que je brosse mon chat. Après plusieurs explications relatives au déroulement de l'entraînement à venir, le coach invite Kevin à s'excuser debout devant l'ensemble du groupe. Kevin se lève et se pose face au reste du groupe. Il parle timidement, il est gêné. Il dit « Je tenais à m'excuser pour mon comportement après le match. Je suis vraiment désolé. » Parmi les joueurs qui l'écoutent, certains prennent acte de ses excuses, quand d'autres, comme Fabien, proche de Kevin, relèvent en rigolant à voix haute. « Ah, moi j'accepte pas, hein, tu paies ton resto. » On voit ici les contraintes qui pèsent sur les joueurs du groupe professionnel, tenus de montrer leur constante adhésion aux enjeux de réussite de l'équipe première. Si bien que les conduites comme celle de Kevin, visibles aux yeux du groupe, sont exceptionnelles. En revanche, le déplacement du regard en dehors de la scène publique du collectif de travail permet ainsi de saisir tout un continuum de comportements qui mettent en jeu des rapports différenciés aux résultats de l'équipe première de l'Olympique. L'Olympique, c'est le faux nom du club qu'il a inventé. Hein. Il y a des comportements plus orthodoxes ou hétérodoxes, comme c'est le cas d'un joueur qui dit sa joie de voir l'équipe première perdre. Oh, c'est abusé! C'est abusé, tu peux pas dire ça. Donc en gros, il est en train de dire que c'est très rare qu'il y ait des critiques qui soient faites ou qu'il y ait des gens qui aient le seum. Parce qu'il faut vraiment que tu adhères à fond au collectif. Mais des fois, il y a des petits bails comme ça, quoi. Les footballeurs peuvent être syndiqués. Oui, oui, mais après, est-ce qu'ils le font? Je sais pas. C'est des corporatistes, quoi. C'est pas des CGTistes. C'est à quel niveau l'histoire? L2, L2. Plus encore, j'ai pu constater que la teneur de ces comportements pouvait fortement évoluer chez un même joueur au cours du temps. Donc tu peux passer de seumard à être en full adhésion. Autant d'éléments qui amènent une conclusion. Être mobilisé corps et âme pour la réussite de l'équipe première ne va pas de soi. Donc en gros, ça se travaille, ce mécanisme d'adhésion. Et ça doit dépendre aussi de ta position dans l'équipe. Effectivement, si t'es remplaçant, il doit y avoir plusieurs types de comportements. Genre les gens qui se donnent à fond en mode « je veux absolument adhérer à Bâle et peut-être que j'aurai ma chance, ils me laisseront ma chance dans le collectif et que je serai titularisé. » Et tu dois avoir les autres qui doivent être en mode « j'ai trop le seum, je les hais, je veux qu'ils perdent. » As-tu déjà parlé de Socrate et des Corinthiens? J'ai l'air si nerd que ça. Je sais pas comment je dois le prendre. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a une cause commune à défendre, exactement.
L2, histoire ou sociaux, deuxième année de licence de foot. Ah ouais, là vous êtes... ça y est, vous avez passé le niveau au-dessus où vous balancez des vannes parce que j'ai dit que je voulais essayer d'être drôle. Ça y est, vous lancez le truc. Mais attends. Je me fais attaquer par un moustique. Je me suis quand même fait la réflexion pendant mes... le montage des best-of, etc. que vous étiez plus drôle que moi. C'est un mouvement socialo dans le foot un peu connu. Mais j'en sais rien, mais j'en sais rien. Je vous ai dit, j'ai pas suivi les bails du foot depuis très longtemps. Et autant de lit. J'en sais rien. Ça se dit Socrates. Je vous ai dit que j'étais pas une nerd. Moi, je connais Socrate de Platon, hein, les gens, hein, les mêmes bails. Hein. Après, c'est brésilien le mouvement. Ouais, vous êtes des nerds du foot, quoi. Vous êtes des nerds du foot. C'est plus vieux que ma naissance et la tienne. Ah ouais, ok. Non, effectivement, je connais pas du tout. Est-ce qu'on peut remplacer tous les noms par Olive et Tom? Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas le prénom Kevin? Je comprends pas. C'est très bien, il a choisi des noms. Oh. Maudit n'est pas une nerd selon ses propres déclarations. Donc je continue. Là, il dit que voilà, il y a des gens qui... Il y a des comportements où soit tu trashes l'équipe, soit tu adhères, ça évolue dans le temps en fonction des joueurs. Autant d'éléments qui amènent à une conclusion. Être mobilisé corps et âme pour la réussite de l'équipe première, ça va pas de soi. Engagés dans la pratique du football compétitif le plus souvent depuis leur enfance, les footballeurs du groupe professionnel sont a priori tout disposés à adhérer à l'objectif de réussite sportive. Mais la socialisation ne peut toutefois expliquer à elle seule les logiques d'adhésion des joueurs. Pour comprendre le rapport qu'ils entretiennent à l'égard des enjeux compétitifs, il est important de prendre en compte la place que les joueurs occupent dans la hiérarchie sportive locale. Donc c'est ça. Donc il suffit pas juste de kiffer le foot, il faut aussi faire attention à est-ce qu'ils ont plus ou moins une place plus ou moins importante dans le collectif de foot. Je sais pas, Anna Léoli, là j'avais juste envie de lire ce bouquin en vrai sur le foot, je pense pas que ça ira plus loin que de lire d'autres textes sur le foot, etc. C'est un joueur brésilien des années 80, je crois que son club fonctionnait de manière démocratique. Tout le monde avait la même voix dans les décisions du club. Ouais, mais du coup, là, c'est un sujet à côté. C'est un sujet vraiment ouais, c'est un sujet beaucoup plus... mobilisation sociale, mise en œuvre de modes de fonctionnement alternatifs, etc. Le foot est un prétexte, finalement. Qu'est-ce qu'il y a? Il gueule, il gueule, il gueule. Donc, par exemple, il arrive parfois d'entendre des joueurs remplaçants reconnaître, le plus souvent à demi-mot et sur le mode de la culpabilité, souhaiter un mauvais résultat de leur équipe dans l'espoir que le coach opère par la suite des changements et les place comme titulaires. Voilà. Il est également primordial de resituer les joueurs sur le marché du travail. La réussite de l'équipe première du club peut avoir un impact plus ou moins fort sur le devenir professionnel en fonction des ressources que les footballeurs disposent. L'étude du cas d'Alex montre la nécessité de prendre en compte ces différents éléments pour saisir ce qui peut sous-tendre les rapports de joueurs aux objectifs légitimes. Comme nombre de ses collègues, Alex se définit lui-même comme étant avant tout un compétiteur. Ok. Mu par la victoire et haïssant la défaite. Engagé depuis son adolescence dans la pratique du football de haut niveau, il a l'esprit compétitif, chevillé au corps. Natif de la ville et ayant passé l'essentiel de sa carrière professionnelle à l'Olympique, il se démarque toutefois de la majorité de ses pairs, en mettant toujours en avant le caractère localisé de son engagement compétitif. La réussite de son équipe est aussi celle de son club et de sa ville. Tout le pousse donc, a priori, à investir pleinement les enjeux de réussite de l'équipe première, tels qu'ils sont définis par le président et diffusés par le coach dans un langage technique. Donc là, il est en train de dire, voilà, Alex, toute sa vie, ça doit être que son équipe gagne. Parce qu'il est né dans ce club, il a grandi dans ce club, il vient du village, quoi, de la ville. Et il fréquente les gens. Donc voilà, bref, il y a un gros enjeu pour lui parce que toute sa carrière, elle est extrêmement locale. Mais en suivant Alex sur la longue durée de l'enquête, j'ai pu constater que les effets de socialisation pouvaient être concurrencés ou renforcés en fonction de sa position dans le collectif de travail ou bien encore en fonction de sa situation sur le marché de travail. Le retour sur 2 de ces prises de position permet de rendre compte de ces logiques. Voilà, donc là, il va y avoir 2 petits extraits. Mando, je me sens extrêmement agressée. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Il veut me rouler une pelle, hein, je ne sais pas pourquoi.
Je ne comprends pas. Pourquoi les gens font ça? Il fatigue. Ah mais il est 22h. Il est 22h, il veut sa pâtée. C'est à 22h l'heure de la pâtée. Oh mais il attendra. Merci Soranelis. Merci pour le prime et les 2 mois de soutien. Bound. Soul Art. Qu'est-ce que tu racontes? Merci Soranelis pour le prime. Merci beaucoup. Oui, normalement 22h c'est l'heure de la pâtée. Non mais je finis ce que je suis en train de lire et je le nourris après. Il est capable d'attendre. Il faut pas que je renforce trop les comportements où il me demande. Tu me demandes? Tu me demandes? De ce bull. Je l'ai énervé. Je l'ai énervé. Non, désolé. Je travaille. Pour une fois, je travaille. Vie de ma mère, je travaille. Vas-y, assis-toi et attends. Alors. Alex. Le somme d'Alex. On va manger le somme d'Alex. Lors d'un match comptant pour la première journée du championnat de France professionnel... Pour la 11e journée, pardon, du championnat de France professionnel de Ligue 2, match au cours duquel Alex a été remplaçant, l'équipe première subit une très lourde défaite, 3-0. Je retrouve Alex à la sortie des vestiaires, à distance du reste du groupe. Il a le sourire aux lèvres et il me dit sans réserve être bien content de ce mauvais résultat qui tranche avec ceux plutôt positifs que l'équipe a connus depuis le début de la saison. En réalité, un tel revers lui donne un argument contre le coach, qui a préféré titulariser un autre attaquant, au palmarès sportif moins étoffé. La prise de position de cette figure historique du club, régulièrement titularisée jusqu'à présent par le coach, doit être vue comme le plaisir d'une bonne leçon qui a été donnée et qui a le pouvoir de sélectionner les joueurs. Tu sais, avant le match, le coach me dit « Alex, tu as été exceptionnel contre Angers, mais là, c'est un feeling de coach que de faire jouer Djibril et pas toi. » Eh bien, bon feeling. Rire. Alex le semard. On voit bien ici comment la position des joueurs au sein des collectifs est en mesure de peser sur l'appréciation des résultats de l'équipe. Un mois plus tard, Alex a retrouvé une place de titulaire, mais les défaites se sont accumulées et ont conduit l'équipe première dans une zone de relégation. 4 jours après une 3e défaite d'affilée, nous nous rendons tous les deux à l'entraînement. Dans la voiture, il me dit sa grande préoccupation pour le devenir de l'équipe, tout en dénonçant ceux qui ne sont pas suffisamment mobilisés à son goût. « Oh, moi ça me fait chier que les joueurs... Franchement, il y a des joueurs qui se rendent vraiment pas compte de ce que c'est que le national. » Il évoque l'éventualité d'une relégation au niveau inférieur. Jouer en national, c'est la galère pour les familles, les contrats. Ça baisse, c'est la galère. Et puis eux, ils s'en foutent, ils trouveront un club ailleurs. Tu vois, moi, je suis derrière mon club, ça me fait trop chier. Donc en gros, il est en train de dire que si le club est relégué, eux, ils trouveront sûrement un autre taf. Lui, il a une implication locale qui est très forte, donc il est en mode « Bah donnez-vous les gars, là. Faites votre travail, donnez-vous. » C'est ici qu'on récolte la moitié du somme français. Oui, c'est ça. Ils s'en foutent. Celle-là, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. J'aime pas trop ce genre de vanne normalement, mais là... J'adore l'humour. Ça a l'air merdique comme organisation. Bah écoutez, on va pas trop s'investir dans l'équipe. De toute façon, si l'équipe elle baisse, moi je change de travail. Donc j'en ai rien à battre. Ah, mais sur mon CV, il y aura écrit que j'aurais planté l'équipe. Oh. Une nouvelle icône est née sur ce chat. Vous êtes vraiment des monstres. Merci Anaïs Watt pour les 5 mois de soutien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Merci Anaïs. J'ai l'impression de me dire merci à moi-même, mais merci beaucoup. Ça parle aussi pas mal de la logique nulle de manager-coach. Oui, c'est ça, c'est vrai, ça parle pas mal de ça. Bah, le truc de j'ai un feeling là. Après, ça doit être compliqué, hein. Enfin, le travail de constituer une équipe, de gérer un collectif. Il y a beaucoup de gens qui restent pas longtemps. Ils restent parfois pas une saison complète. Enfin, une saison. Enfin, ça change, voilà. Ils restent une saison, ils se barrent. Ils restent 2 saisons, ils se barrent. Enfin, c'est... Ce travail-là, il a l'air quand même... avant tout humain. Au-delà du sportif, j'ai l'impression. Au-delà juste des performances sportives pures et dures, il y a quand même beaucoup d'humains là-dedans. Hein. Salut les dinosaures. Là, ça parle un peu du rapport entre joueur et coach, mais il n'y a pas tant de points que ça du point de vue des coachs, mais ça va pas être facile. Hein. Mais là, je sais que donc, Frédéric Razera, qui a fait sa thèse surtout sur les joueurs et leurs conditions de travail, il suit des joueurs qui maintenant ont fini leur carrière de joueur parce qu'ils sont trop vieux, et il y en a certains qui sont devenus coachs. Donc ça se trouve, dans quelques années, on va avoir des publications sur qu'est-ce que c'est que d'être coach, comment être de l'autre côté de la barrière, quoi. Salut Lanard de base. Putain,
Putain, les poils de chat, j'en bouffe là. Bonsoir la Bretagne. J'avais pas fait gaffe à ton message. La suite. J'étais en train de vous raconter C'est pas parce que que là, j'ai il pas de avait le cravate seum. qu'il faut me couper. Merci Nulti pour les 13 mois de soutien, merci beaucoup. Contrairement à la précédente séquence, Alex investit ici le discours le plus légitime. Dans un contexte où l'éventualité d'une future relégation en national lui paraît crédible, il est très inquiet. Et au-delà de son attachement au club, on comprend sa crainte quand on sait qu'une telle issue le mettait dans une situation compliquée. S'il est encore sous contrat avec l'Olympique la saison prochaine, Alex a de gros doutes sur les capacités du club à continuer à payer son salaire de 13 000 € brut mensuel en cas de relégation. Oh, tu m'étonnes. Plus encore, jouer en national l'éloignerait de l'élite du football professionnel et des profits symboliques et économiques qu'ils y distribuent. À 28 ans, il lui sera sans doute difficile, pour ne pas dire impossible, de retrouver un jour la Ligue 2 s'il descend jouer en national. En gros, il ne sera pas recruté pour un autre truc de Ligue 2. 13 000 € brut mensuels. Non mais d'accord. Non, mais arrêtez de tout confondre. En gros, s'il y a relégation... Merci Iseniel, merci beaucoup Iseniel. Mais... C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Merci. Tu utilises plus ton Prime, c'est très gentil. Merci pour la moula, Iseniel. Et merci Artichaut pour les 21 mois de soutien. Coucou. Ça reste une coquette somme, c'est clair. C'est clair. Mais alors là, du coup, il est en train de dire que voilà. Qu'est-ce qui se C'est pas passe? parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. J'ai suivi les screamers. Alors, première... Il y a un raid, j'ai pas vu. Parce que vous dites des trucs qu'on comprend pas. Au secours. Mais bienvenue. Merci Histoire de soin. Merci beaucoup. C'est juste, il y a eu une vague de subs et j'étais en mode, mais que font les gens? Merci beaucoup Issa de soin. Ça fait un moment que j'ai pas pointé mon museau ici. Salut Missington. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Si tu tombes à 15 000, 3 000 € en national. Ah, tu tombes à 15 000, 3 000 € au national. Pour quelqu'un qui a un salaire de 13 000, il passerait à 3 000. C'est ça que t'es en train de dire? Ok. 13 000 €, c'est sûr que ça donne envie de taper dans la balle. C'est clair. C'est un faux raid. On sort de chez Histoire Appliquée, mais il l'a envoyé sur le Z-Event. Ah, bah bienvenue. Vous sortez d'un autre stream. Bienvenue. Alors, du coup, je vous fais le contexte. Qui est que je ne sais pas raconter des histoires. Première chose. Mon chat m'a traché à cause de ça. Et après, m'a traité de monstre vengeresse. Donc ça, c'est le contexte de base de la tonalité de ce stream. Mais bienvenue. Hein. Et ensuite, l'autre contexte, c'est que je suis en train de lire un bouquin écrit par un sociologue, qui est vraiment un bouquin que j'ai adoré lire quand j'étais en master pour mon propre travail de recherche. J'ai adoré. Et du coup, je vous le partage des années après, parce que maintenant, je m'en souviens plus très bien. Donc voilà. On est un peu maltraitant. Vous êtes maltraitant avec moi, mais je vous le rends bien, donc ça va. Et du coup, c'est un bouquin où le sociologue s'est infiltré dans un club de Ligue 2 française de footballeurs professionnels. Il essaye de voir les conditions de travail des footballeurs. Et donc là, on est en train de voir le cas de Alex. Alex, qui est un joueur professionnel en Ligue 2. Il gagne 13 000 € par mois, brut. Le titre est rigolo. C'est parce que je suis extrêmement drôle, malgré ce que mon chat en dit, dites. Et du coup, voilà, il gagne 13 000 € par mois, brut, à 28 ans, en étant footballeur professionnel en Ligue 2. Et là, son club risque la relégation, donc de descendre au niveau inférieur qui s'appelle le niveau national. Et du coup, il perdrait son salaire parce que du coup, ça passerait d'un salaire de 13 000 € brut à un salaire de 3 000 € brut, ce qu'on disait 1 500, 3 000 € brut. Et il perdrait beaucoup d'avantages parce que quand tu joues en Ligue 2, tu as quand même une forme de privilège. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Et oui, comme il est vieux, parce que 28 ans c'est vieux, il y a de fortes chances qu'il puisse jamais remonter en Ligue 2 et que ça soit juste progressivement la fin de sa carrière. C'était sur quoi ton travail de recherche? C'est une take que je garde pour la fin quand on aura fini le bouquin. À rester au prochain épisode, hein, évidemment. Petit cliffhanger. Mais je pourrais vous dire en quoi ce bouquin m'a été utile, mais plus tard. Parce que je pense que je réouvrirai mon mémoire pour vous montrer comment je l'ai utilisé.
Comme ça vous donnera un ordre d'idée de comment est-ce qu'on prend un travail de sciences sociales qui n'a rien à voir avec son sujet. Parce que moi, j'ai fait deux mémoires de recherche sur les vidéastes web. Le premier sur les rapports de domination entre streamers, youtubeurs et compagnie. Les rapports de pouvoir. Les dramas, hein. Et le deuxième mémoire, il était sur comment est-ce qu'on fait d'internet son métier et la professionnalisation des vidéastes web, streamers et youtubeurs, encore une fois. Voilà. Et du coup, j'ai lu ce texte parce que mon directeur de recherche ne connaissait rien au monde d'internet et du streaming et il m'a dit « Lis ce bouquin sur le foot, ça va te changer la vie ». Et je ne l'ai pas cru pendant 1 an et je ne l'ai pas lu parce que je me suis dit « Mais quel boomer en fait qui veut me faire lire un truc sur le foot ?» J'adore le foot, mais ça n'a rien à voir. Et finalement, dans un moment de désespoir où je n'arrivais plus à écrire, j'ai pris le bouquin à la bibliothèque et je l'ai lu. Et c'était incroyable. C'est-à-dire que j'ai lu le livre d'une traite en mode... Ça m'a reboosté de ouf. Et là, depuis, je l'ai acheté parce que je me suis dit, s'il y a bien un seul bouquin que je devrais avoir dans ma bibliothèque, c'est celui-là parce que je l'aime. Je le recommande à des gens. Genre, dès que j'ai des gens dans mon entourage qui aiment le foot, je suis là, mais lis ça. Lis ça. Et donc, si vous avez envie d'offrir ce bouquin, parce que j'ai oublié de vous le dire la dernière fois, mais il y a véritablement des gens qui ont commencé à offrir ce bouquin à des footix. Il faut quand même que les gens qui le lisent, même s'il est très accessible, hein, vous avez vu comment on le lit facilement. C'est l'un des rares bouquins de recherche qui est quand même assez accessible. Mais le problème, c'est qu'il faut que ça soit des gens qui ont l'habitude de lire des trucs un peu longs et difficiles, lourds quoi. Enfin tu vois, c'est vraiment quand même de la lecture. Donc c'est un peu ardu pour les gens qui n'ont pas une habitude routinière de lire, même si le bouquin est accessible pour des lecteurs. Pas forcément des scientifiques, mais des lecteurs. Mais si ça vous intéresse, il a sorti une BD que je vais acheter aussi pour pouvoir l'exposer dans mon appartement dans lequel je n'invite personne. Et je vous montre, parce que c'est incroyable, mais il y a des gens qui ont monté une collection de BD, une édition, enfin je sais pas comment ça s'appelle parce que j'ai absolument aucune connaissance là-dedans. C'est la collection Sociorama, et en gros, ça met en BD des enquêtes de sciences sociales. Et c'est incroyable, alors pas tous, parce que ça dépend par qui c'est réécrit et comment c'est réécrit. Il y en a qui sont un peu moins intéressants que d'autres, mais vous en avez un sur le foot. Et j'aimerais bien le lire et savoir s'il est bien. Donc je vous montre. Ah, c'est vraiment un cadeau de Noël. C'est L'amour du maillot. Récit sociologique en BD, L'amour du maillot. Une saison en Ligue 2. Et alors en fait, comment ils font c'est que... genre, ils prennent... En fait, c'est pas... Si vous lisez le bouquin et que vous lisez la BD, si vous lisez le bouquin qu'on est en train de lire ensemble et la BD, c'est pas exactement la même chose. Parce que du coup, c'est écrit... Il y a des gens qui aident à l'écriture, notamment les dessinateurs, dessinatrices qui participent. Et le but, c'est des fois de pas coller 100% à la réalité parce que ça serait pas possible de tout réduire, tout un travail de thèse réduit dans un petit bouquin comme ça, c'est pas forcément tenable. Du coup, ils créent parfois des personnages fictifs, mais qui rendent compte de véritables situations. Donc, si vous voulez, c'est de la fiction réaliste. Il y a des vrais éléments dedans hein, qui sont vraiment issus d'une enquête, mais les personnes, parfois, sont un peu plus fictionnelles. Parce que si tous les personnages existaient comme ça existe dans le vrai bouquin, et ben ça tiendrait pas dans la BD. Mais pour le coup, il y a vraiment un très beau travail qui est fait. Moi, celui que j'ai adoré lire, c'est Encaissé, sur comment des caissières qui ne sont absolument pas syndiquées vont mener une mobilisation sociale et une grève. Et du coup, moi j'ai trouvé ce bouquin incroyable. Et il y en a un que j'ai détesté, c'est Séducteur de rue, où je me suis dit putain, le sujet a l'air incroyable. Et c'était nul. La BD était nulle. Nul. Voilà. Mais je vous dirai s'il y en a d'autres ce que j'en pense, mais j'ai pas encore tout acheté. Mais j'adore vraiment cette collection, elle est absolument incroyable. Et c'est vraiment les meilleurs cadeaux à faire, je trouve, à des gens qui se posent certaines questions, qui ont envie de... Je sais pas. Mais de manière accessible, très accessible. Séducteur de rue dans le sens drague de rue. Non, c'était pas vraiment ça, là c'était vraiment coach. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Coach en séduction. Des alphas, quoi. Vraiment. Merci Goldie Gringo pour les 13 mois de soutien. Je n'étais plus sub et je m'en étais même pas rendu compte. Quelle indignité. Franchement, je vais envoyer un message à Sarkozy pour qu'il te fasse un vocal pour te tirer les oreilles. Parce que là, c'est pas possible. Merci encore Goldie Gringo, merci. Donc voilà. Donc, il y a plusieurs... En fait, ça dépend. Hein. À chaque bouquin de la collection Sociorama, c'est quelqu'un d'autre qui dessine. Enfin, voilà. Les mâles Sigma.
Donc voilà, donc là on était en train de dire que Alex, il avait peur de tomber en national parce que sinon il perdrait de la thune, il perdrait des privilèges et sa carrière serait sûrement foutue parce qu'il est trop vieux. Il est attaché à son club et à sa ville natale, ville où habitent encore ses parents. Son père est ouvrier et sa mère employée, vivent dans un appartement dans un quartier populaire en périphérie de la ville. La plupart de ses amis et sa compagne Vanessa sont tous proches. Donc en gros, il a tous ses proches qui sont dans la même ville et il a absolument pas envie de déménager s'il doit changer de club, quoi. Autant d'éléments qui l'amènent à être tout particulièrement préoccupé par la réussite de son équipe. Au-delà du discours du président sur la réussite du groupe et de la bataille pour l'Olympique, on voit ici à quel point le football professionnel est un espace où les carrières sont extrêmement individualisées. C'est vraiment chacun pour sa peau, mais alors que tu es dans un sport d'équipe. C'est quand même très particulier. Les footballeurs s'apparentent à de petits entrepreneurs de leur force de travail sur un marché qui est marqué par une très grande mobilité professionnelle. À la différence d'autres sportifs professionnels qui, comme ces coureurs à pied rémunérés à la course, sont des travailleurs indépendants, les footballeurs sont salariés d'une entreprise. Donc voilà, donc eux par contre ils sont vraiment salariés, ils ont des vrais contrats de travail. Et vous avez dans d'autres milieux professionnels comme la course à pied, ou des moments où vous êtes rémunéré à la tâche. Puis vous avez des liens avec des sponsors aussi, vous avez des sponsors individuels. Mais bon, ça, après, les footballeurs, ils ont aussi ça par le biais de leur agent qui leur amène des contrats de pub, etc. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a fait une vanne en disant que c'était des panneaux publicitaires, les footix. Ce truc carrière individuelle mais sport d'équipe se retrouve pas mal dans le cyclisme. Franchement, je pense que c'est un peu tous les sports professionnels, non? Je sais pas. C'est en fait rendu à un moment, c'est compliqué. J'ai pas d'eau. Je regarde autour de moi, je n'ai pas d'eau. J'ai lancé un stream lecture sans eau. Le chat a abandonné de demander sa pâtée, donc pour l'instant je vais pas me lever sinon il va m'harceler. Mais j'ai pas d'eau. Dramatique. T'as pas trop ça dans le rugby? Le rugby professionnel là, il n'y a pas un marché des joueurs de ouf avec certains quand ils essaient d'en racheter d'autres et tout. Enfin je sais pas. Personal branding comme les influenceurs en somme. Exactement. Le groupe pro du club de football professionnel de l'Olympique regroupe ainsi un ensemble de sportifs au parcours différents qui sont embauchés par le club dans des conditions personnalisées que les joueurs ont généralement négociées par l'intermédiaire d'un agent. Dans l'organisation du travail propre à l'Olympique, tous ces travailleurs sportifs sont alors placés sous les ordres d'un entraîneur principal qui a, par la délégation du club, le pouvoir de les encadrer avec l'appui d'un staff élargi. Et il faut savoir que du coup, leurs patrons sont moins bien payés qu'eux. C'est-à-dire qu'en gros, les footballeurs sont mieux payés que les coachs et le staff. Pas tous, mais en tout cas ceux qui ont une carrière plus longue, ouais. Insérés dans ce collectif de travail, les footballeurs du groupe professionnel forment un vestiaire en permanence mobilisé par les dirigeants du club autour d'une cause commune, la réussite de l'équipe première en compétition. En observant les footballeurs sur leur lieu de travail, on est devant des travailleurs qui apparaissent fortement mobilisés par les enjeux qui sont définis par leurs dirigeants. Tout l'intérêt de faire une ethnographie, donc l'ethnographie c'est le travail du sociologue, en gros il va aller sur le terrain, il va observer les gens et leur comportement et leur parler. Merci Ranoul. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Merci Ranoul, merci de partager ces sujets sociaux pas facilement accessibles. Ce que je suis contente c'est que ce bouquin, j'ai pas vraiment beaucoup besoin de vous traduire parce que c'est assez clair ce qu'il raconte. Merci Ranoul pour les 2 mois de soutien et le Prime. À l'aide, j'ai perdu le fil. Oui, là. Tout l'intérêt de faire une enquête, on va dire, du travail qui ne reste pas focalisé sur le seul lieu de travail et de dépasser ce premier constat. Donc là, en gros, il est resté dans le club, il a observé ce qui se passait dans les vestiaires, ce qui se passait à l'entraînement, les soirées et machin. Et du coup, là, il faut aller plus loin, il faut se sortir du cadre du travail pour comprendre le rapport au travail des footballeurs. Suivre les joueurs dans la durée, au-delà de la sphère professionnelle où leurs comportements sont contrôlés par leurs dirigeants et leurs collègues, permet de revenir sur l'idée d'une adhésion naturelle aux enjeux compétitifs légitimes. En gros, il dit que si on reste au travail, on va croire que les footballeurs ont tendance à juste adhérer de ouf à la compète et à leur équipe, alors qu'en vérité, quand tu les vois en dehors, tu vois qu'il y a plus de nuances que ça. J'ai même l'impression que ce bouquin peut être une bonne porte d'entrée à la sociologie si tu aimes un minimum lire. Oui, c'est exactement ce pourquoi je conseille ce bouquin à beaucoup de gens qui me disent « Je sais pas par quoi commencer la sociologie, je suis perdue ». Je conseille le manuel indocile de sciences sociales en général parce que c'est un manuel qui fait il recoupe des thématiques. On l'a déjà lu en stream, il y a les rediffs sur la chaîne. Mais en fait, il regroupe des grandes thématiques. Tu vas lire le chapitre sur une thématique qui t'intéresse, genre le capitalisme.
Et tu regardes les sources. Et avec les sources, tu vas pouvoir ensuite aller choisir un texte que tu as envie de lire. Donc si tu sais pas, par exemple, tu as envie de te dire, bah, j'ai envie de travailler sur les services publics, de lire des trucs sur les services publics, ça m'intéresse, mais je sais pas par où commencer, bah, dans ce bouquin, souvent, il y a les réponses. Et ce qui est trop bien, c'est qu'ils ont aussi mis en source des documentaires ou des trucs qui sont pas juste des bouquins de chercheurs inaccessibles. Vous avez aussi d'autres sources dedans. Donc voilà, donc Manuel Indocile, le sens social, il est bien pour ça. Et après, si vous avez envie vraiment de lire juste le travail d'un chercheur et pas une petite synthèse vite fait, et ben tu as ça là. J'ai trop d'énergie. J'ai pas pris de café aujourd'hui en plus. Ça serait intéressant d'étudier le dopage pour creuser cet aspect carrière individuelle de sport co. Oui, alors des fois je me dis si j'ai envie de reprendre une... Non, je vais pas finir cette phrase. C'est bon, vous n'avez rien entendu. J'ai trop d'énergie pour de vrai. Le manuel indocile. Je vais vous montrer à quoi ressemble la couverture. Putain. C'est pour ça que les gens ont des modos. Ils font ce travail-là à leur place. Moi, j'ai Rio des fois qui le fait. Qui elle le fait alors que ça n'a aucun sens. C'est pas à toi de le faire. Voilà, le manuel indocile de sciences sociales, ça ressemble à ça. Il est énorme. Il ressemble à un dictionnaire quand vous l'avez dans la main. Mais sachez que ça sert à rien de le lire de A à Z. Vous piochez dans les chapitres qui vous intéressent. Si vous avez une thématique qui vous intéresse pas, n'allez pas la lire, on s'en bat les reins. Carrière universitaire, le T-word. Je pense qu'il y en a certains qui ont compris. Le T-word allait sortir. Et j'ai craqué. Je vous mets le lien du premier épisode. Ah ben, je vais peut-être vous envoyer le lien de la playlist. Playlist sur Manuel Indocile parce que j'ai fait beaucoup de lectures dessus. Donc avant d'acheter le bouquin, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez juste regarder un petit peu des rediffs de lecture et savoir si c'est vraiment quelque chose de passionnant. Je suis très perturbée de me voir sous un autre angle, aka de profil sur ces rediffs, avec un mauvais éclairage. Voilà. Je sais plus combien il coûte. Alors attends, je vais te dire ça, mais il est pour la taille, je crois qu'il est à 25 €. Pour la taille, il est pas très cher parce que c'est vraiment un pavé. Il fait plus de 1000 pages, hein, c'est un énorme pavé. Il est à 18 € en dématérialisé, 25 € en papier. Après, vous pouvez déjà le trouver d'occasion. Hein, parce que je pense qu'il y a plein d'étudiants qui l'ont pris et qui ont abandonné. Sachant que c'est un bouquin qui est bien pensé pour des gens qui soit n'ont jamais fait de sciences sociales, soit qui sont en première année, quoi, qui débutent. Et moi, j'ai dû l'acheter pour donner cours aux premières années, justement, parce qu'on avait certains des articles qu'on faisait lire, enfin des chapitres du bouquin, qu'on faisait lire aux premières années. Du coup, voilà. Je me suis dit, autant l'avoir moi-même, et après, je me suis dit, oh, mais trop bien, en fait, je peux proposer ça au stream aussi. Enfin, voilà. Parce que c'est vraiment pas mauvais. La plupart des manuels, ils sont mauvais, hein. Vous avez beaucoup de manuels de sciences sociales, ils sont mauvais. Ou alors, ils sont très difficiles parce que c'est des manuels qui sont pensés pour des étudiants spécialisés. Donc, c'est des points très très précis pour que des étudiants puissent approfondir certains sujets. Du coup, même s'il y a écrit manuel, ça veut pas forcément dire que c'est accessible. Vous faites pas avoir. Parce que moi, je me suis beaucoup fait avoir comme ça. Oh, un manuel de sciences politiques! Je ne comprends aucune des phrases à l'intérieur. Ça, c'était moi en L1. C'était compliqué. La suite. Donc oui, les footballeurs forment un vestiaire, voilà. Donc là, il dit, il faut suivre les footix en dehors de leur scène professionnelle, mais aussi dans leur vie de tous les jours. En dehors, du coup, d'un endroit où ils peuvent être contrôlés par leurs collègues ou par leurs dirigeants. Le rapport à ces enjeux dépend des intérêts individuels, qu'ils, s'ils peuvent renvoyer à la passion de ces sportifs pour le football, ne saurait toutefois s'y réduire puisqu'ils sont également façonnés par des contraintes économiques d'un marché du travail incertain. Donc en gros, il faut essayer de voir aussi comment ils vivent. Et à quel point ça peut être la merde dans leur vie personnelle s'ils se retrouvent à avoir des soucis dans le club. Donc c'est pas juste la passion du foot qui les anime, quoi. Il y a de vraies considérations matérielles. Bah là, j'ai fini le chapitre qu'on avait déjà commencé la dernière fois. Hein. Je lis des bouts de chapitre. Mais je ne sais pas ce que je fais parce que je ne suis absolument pas fatiguée. Mais en même temps, il est 23 h. Est-ce qu'on continue, on lit un autre... Ah, la dépendance au coach. Est-ce que vous avez envie de lire la dépendance au coach? On peut lire ça et après aller se pioter. Enfin, après, moi, j'ai pas du tout envie de dormir. Je vais pas me coucher, mais faites ce que vous voulez. Je serais plus votre daronne, quoi.
Mais je pense qu'après, ça sera trop pour vous si on dépasse et qu'on fait un autre truc plus gros. Ok. Donc c'est dans un chapitre qui s'appelle Compétition et sélection, la mise en concurrence de la main-d'œuvre. Donc je vous lis le tout début parce que le tout début parce que dans le début, il y a une mise en contexte du sujet avec un petit extrait d'entretien. Moi, j'adore lire des bouquins de sociologues pour ça parce que souvent, c'est vraiment sur le mode de t'as l'impression qu'ils te prennent avec toi, ils te mettent sur leur épaule et ils te disent regarde ce qui se passe quand t'es dans le vestiaire, regarde ce qui se passe quand t'es sur le terrain avec les footballeurs. Et ils te montrent vraiment des scènes de vie et ça, j'aime bien. Mais mon chat a des cheveux de moi sur son cul. On en est rendu là. Tant que c'est pas dedans, tout va bien. Team nuit ici, c'est ça. Et après, on va faire un FIFA, exactement. Un Mario Foot. Oh, il faudra faire ça un jour. Petit Mario Foot. J'ai déjà fait en stream, mais personne veut jouer avec moi, c'est ça la vérité. Tout le monde déteste ce jeu. Du coup, je suis obligée d'y jouer hors stream, en prenant l'apéro avec des gens. Mais là, du coup, je prendrai plus l'apéro. Let's go! Mario Striker. Oui, j'aime bien Mario Striker, moi. Comment ça se fait qu'il y a she, her, im, mon accent anglais? Je galère. Associé au pseudo sur ton chat. J'ai utilisé Aleropronoun. Tu tapes extension pronom Twitch sur Google. Et du coup, ça me permet que les viewers entrent leurs pronoms. Et comme ça, moi, je peux le lire. Et tous ceux qui ont l'appli voient les pronoms des autres. Et là, j'ai réussi à l'afficher sur mon stream. Je sais pas trop. Hein. J'ai bricolé des trucs. Il y a un moment où j'ai restructuré un peu certains trucs de la chaîne et j'ai réussi. Moi, Mario Foot, je kiffe, mais je ne sais pas jouer. Donc, je passe tous mes matchs à foutre des coups de boule aux adversaires. C'est si drôle. Moi aussi, je suis très nulle en vrai. Mais j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de jeux comme ça où je suis très nulle et je m'amuse beaucoup. Sauf que quand c'est des jeux multi, les gens veulent plus s'amuser avec moi. C'est extrêmement triste. Ils sont en mode, bah en fait, là, moi, je me fais chier. Quand c'est des jeux les uns contre les autres, c'est en mode, bah écoute, moi, j'ai l'impression de bolosser mon petit frère de 5 ans. Donc, j'ai pas envie de continuer cette expérience et de la perpétuer plus longtemps. Parce que je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas leur positionnement. C'est normal que ça n'apparaisse pas dans le chat. Si ça n'apparaît pas dans le chat pour toi, c'est que tu n'as pas l'extension d'activer. Pour moi, ça apparaît dans le chat, là, ton pronom. Je fais du Mario Kart avec toi quand tu veux. Oui, mais toi, tu as de la pitié. Tu ressens de la pitié. Il y a des gens qui ressentent de la pitié et qui sont très contents de jouer avec toi. Mais après, Mario Kart, c'est pas un affrontement en mode duel. En fait, là, j'avais pensé à mon coloc. Mon ancien coloc. Qui m'a dit, vas-y, on fait un peu de Smash. On a joué à Smash ensemble. Il a passé un très mauvais moment parce qu'il passait son temps à me rouler dessus et moi j'étais en mode waouh, je m'amuse, c'est drôle. Lui il était là. Je me fais chier sa mère. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment écraser les autres. Mais après, en fait, c'est la même chose en sport en fait. Quand tu commences à avoir un peu de niveau. Quand tu as un peu de niveau en sport et que tu joues contre des gens qui commencent. Enfin, au roller derby par exemple. Ça y est, fallait que je le place, je l'ai pas fait toute la soirée. Je suis vraiment désolée, mais au bout d'un moment, c'est contractuel. C'est littéralement dans mon nouveau contrat. Du coup, au roller derby, quand tu commences, tu sais à peine patiner, là, faire du contact, t'es vraiment en mode bébou. Et ben si t'as 3, 4, 5 ans de roller derby dans les pattes et que tu fais un sport de contact contre des gens qui apprennent, c'est chiant. On se fait chier. Enfin, en fait... D'ailleurs, n'hésitez pas. Sachez que mon club de roller derby qui s'appelle Lyon United Roller Derby recrute et que nous recrutons également des hommes. Alors, si vous êtes des ordures, misogynes, transphobes, agresseur du cul, littéralement. Vous pouvez partir, raciste, tout, hein, tout. Vous pouvez partir. Ne vous êtes pas les bienvenus. Mais sinon, si vous êtes un peu en mode « Ah, moi j'ai envie de découvrir un sport différent, je me sens mal dans mon corps, j'ai jamais fait de sport. Bébou, quoi. Vous êtes les bienvenus. Et si vous avez l'habitude du sport, mais que vous n'êtes pas une immense merde, vous êtes les bienvenus. Il y a une équipe mixte. Et après, pour les personnes qui ne sont pas des mexis, vous avez aussi des équipes en non-mixité. Donc tout le monde, en fait, tout le monde est le bienvenu si vous avez envie de découvrir le sport. C'est juste que là, on n'a pas assez de mecs. Du coup, je force littéralement toutes les personnes de mon entourage à me rejoindre. Et il y a seulement Zotov qui résiste. Je ne comprends pas. Il faut les recruter comme des cibles. Ah bah moi, je les recrute pour les taper. Exactement. Moi, je joue contre les mecs volontairement. Ouais, ouais. Ah non, c'est tout bénévole par contre. Et vous payez même pour venir, hein. C'est chaud. Oui, oui. Il sera arbitre, Zotov? Fais pas ça.
Franchement, s'il te plaît, fais pas ça. Tu peux pas faire ça. On n'a pas besoin des arbitres. Fais pas ça. On a besoin de joueurs. Zotov. Bon, je vais lire. Il est fait pour ça. Non, il est fait pour jouer. Il est fait pour avoir de l'empowerment. C'est pas possible. On peut pas... Moi, c'est de la charité, en fait, ce que je fais. Hein. Zotov, là, il est dans une situation où il a besoin d'être empowermenté, qu'il s'autonomiser la gueule. Il a besoin de s'autonomiser la gueule. Le derby peut l'aider. Salut Solarius. C'est pour ton bien. Tu joues avec Bernick, elle est dans l'équipe au-dessus de la mienne. Alors moi je suis une merde. Hein. C'est un fait, c'est un fait. D'ailleurs à Marseille, vous allez voir, venez à Marseille pour voir à quel point je suis une merde. S'atomiser la gueule, ah oui. Bon alors j'étais en train de lire, hein. Voilà. Un matin où nous nous rendons tous les deux à l'entraînement en voiture, Alex est particulièrement remonté. En ligne de mire, Julien, un collègue du vestiaire. Alors qu'ils s'entretenaient jusqu'ici, de plutôt bonnes relations, Alex a constaté que Julien était plus distant avec lui depuis quelque temps. La veille, Julien est même allé jusqu'à lui refuser le traditionnel check pour se dire au revoir, se saluer, préférant lui serrer la main de manière plus impersonnelle. Un acte qui n'a pas manqué de l'énerver. Parce qu'en gros, tu serres la main qu'au coach. Hein. Pour Alex, le changement d'attitude de Julien est vraisemblablement lié au fait que celui-ci est peu titularisé en équipe première. Ah oui, il est peu titularisé, donc il est remplaçant. Depuis plusieurs matchs et qu'il en veut à Alex de jouer à sa place. Alex juge ce comportement inacceptable, rappelant qu'il n'est même pas le responsable des choix du coach en matière de sélection. Cette anecdote met bien en lumière les logiques antagonistes auxquelles sont confrontés les footballeurs du groupe professionnel. Ces travailleurs sportifs sont en permanence mobilisés autour de l'objectif commun de réussite première du club et doivent montrer leur dévouement au collectif. Mais dans le même temps, ils sont mis en concurrence pour l'accès aux places dans l'équipe. Les logiques d'individualisation de la main-d'œuvre sportive ne se cantonnent pas seulement au moment de la négociation des contrats de travail. Elles se poursuivent au quotidien, à l'occasion de la compétition. Je sais pas ce qui se passe, mais je trouve que je l'ai mieux que d'habitude. Peut-être qu'il faut que je fasse mes live lectures à 23 h. Genre, je me trouve vachement moins chiante quand je lis, là. Peut-être que j'ai trop d'énergie aussi. Ça part en drama ado. Ouais, c'est un peu ça. Merci Mathilde. Incre. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Merci beaucoup Mathilde. Je sors de mon lurk pour renouveler et te dire que j'adore ces live lectures. Je les trouve inspirants pour faire de la vulgarisation. C'est très gentil. Merci beaucoup Mathilde pour les 15 mois de soutien. Ah oui, autre point positif du French Festival, c'est que je vous ai pas parlé de ça. J'en parlerai demain. Je me trouve insupportable à pas finir mes phrases. Je sais que Crane, il m'écrit des messages en mode « Finis tes phrases !» Tu peux pas faire ça aux gens, tu peux pas. Mais moi, c'est mon business model, finalement, de pas finir mes phrases. Donc, il y a plusieurs choses. C'est que, oui, effectivement, si vous restez toutes les semaines pour les live lectures de sciences sociales sur le foot, il y aura des bouts de mon mémoire qui seront diffusés et qui parlent des vidéastes web. Donc, restez là. C'est parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Pour les semaines à venir, vous êtes obligés de follow. Enfin, c'est comme ça que je crée de l'engagement, finalement, par la frustration. Toute ma vie est basée sur la frustration. Merci Olgachi pour les 28 mois de soutien. Merci beaucoup. Des bisous. Et bonsoir Brahim. Bonsoir. Je sais pas si tu as dit bonsoir du coup parce que j'étais dans un moment de fou. Je finis même pas mon teasing. Oui, et l'autre teasing, c'est un vrai problème le fait que je ne sache pas finir mes phrases. L'autre teasing, c'est que il s'est passé un truc au Femme Festival qui était très cool et je vous en parlerai demain. Pendant le live broderie. Parce que le live broderie, j'ai rien d'autre à foutre que vous raconter ma vie. Donc finalement, venez quoi. Voilà. Si vous regardez tous les streams, vous avez des bouts de phrases à assembler. Exactement, c'est un puzzle, c'est interactif. Il y a une énigme derrière tout ça. Hein. Le pire, c'est que c'est un énorme enjeu pour les coachs de réussir à créer une mentalité propre de groupe, une mentalité de groupe dans les clubs. À tel point qu'une équipe moins forte sur le papier, mais avec une meilleure cohésion, peut mieux performer qu'une équipe meilleure sur le papier. Exemple Milan, saison dernière, qui gagne devant l'Inter. Oui, bah même à bas niveau, enfin pas à un niveau professionnel, c'est la même chose dans le sport, quoi. Et vraiment, la mentalité et la cohésion d'équipe et la dynamique de groupe, c'est un énorme enjeu. Et moi, là, c'est bien ce qui me manque dans mon équipe. Il faut qu'on travaille énormément la cohésion et qu'on se rapproche pour que ça puisse donner quelque chose et qu'on soit meilleur. Parce que du coup, tu sais mieux comment les gens réagissent dans plein de situations quand tu les connais mieux. Voilà. Le sens caché des streams de Maudit, ce deep lore étendu. Exactement.
Mais là, oui, c'est vrai que c'est particulier. C'est un sport d'équipe et il y a beaucoup de concurrence entre les joueurs. C'est ça. C'est contre-productif. Mais en fait, c'est le capitalisme et le fonctionnement du marché footballistique, du marché du monde du travail, en fait, du foot, qui vient créer ce problème-là. Et qui vient modifier... Enfin, ouais, qui vient rendre inefficace plein de choses. Alors que le derby... Bah, le problème du derby, c'est qu'il y a quand même des postes qui font qu'il y a des jalousies, des mises en concurrence un peu quand même. Mais bon. Il n'y a pas de professionnalisation telle que ça. Mais bon, typiquement, toutes les personnes qui veulent être jammeuses et qui se montent la tête avec ça, je pense que c'est des trucs un peu compliqués à gérer, au moins au tout début. Après, quand t'as plus d'expérience, ça va. Mais ah non, mais j'y connais rien, j'y connais rien. C'est la main invisible du marché qui a marqué pour la qualification en Coupe du Monde, c'est ça. Jammeuse. Ah oui, putain, j'ai pas répondu à un commentaire. Ah, attendez, je vais flex. Elle est où la vidéo? Vous voulez vraiment qu'on parle de roller derby? Vous êtes sûr? Mais après, je finis la lecture. Hein. Je vais jamais dormir. Oui. Ah. Vous êtes un public exceptionnel. Je retire tout ce que j'ai dit. Mais vraiment, j'ai une chance incroyable de vous avoir parce que... Non mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai pour une chose. Au moins. Mais je vous donne juste celle-là aujourd'hui parce que vous méritez pas de... Sinon, vous allez avoir un melon énorme. Mais pendant un moment, notamment la période du championnat, je ne parlais que de derby en stream. Je faisais chier tout le monde avec ça. Je mangeais, je vivais derby, c'était en intraveineuse. Et vous n'êtes pas partis. Et je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas partis. Il y a des gens qui m'ont dit oui, mais moi je comprends rien, mais t'as l'air passionné, donc c'est sympa. Vous êtes adorable pour ça. Hein. Regardez-moi ces cris, c'est hyper agaçant. Jammeuse, il y a quelqu'un qui m'a demandé en disant pourquoi sur ton casque t'as une étoile? C'est pour faire joli, c'est de la décoration. En fait, je veux mettre un arrêt sur l'étoile. Putain, je suis en train de taper quelqu'un. Attendez, c'est après. J'arrive pas à trouver un arrêt avec l'étoile. Bon, bref, j'ai une étoile sur mon casque. Et c'est mon poste. Donc, vous avez deux gros trucs importants au derby. Vous avez la fille qui a une étoile sur le casque. La fille, enfin, la personne qui a une étoile sur le casque. Parce que tout le monde peut jouer au derby. La personne qui a une étoile sur le casque, son but, c'est de passer la défense adverse et de marquer des points en passant la défense adverse. Donc, elle a le droit de taper, etc. Et les autres, c'est les bloqueuses. Elles jouent en défense, majoritairement, même si c'est plus compliqué que ça. Mais bref, elles jouent en défense et leur but, c'est de taper pour empêcher de passer, évidemment. Voilà. Et donc, ce poste-là, c'est le poste qui est un peu spectaculaire dans le sens où tout le monde te regarde. C'est-à-dire que tu as l'étoile, c'est toi qui marques les points. Donc les gens qui connaissent pas le sport, ils ont les yeux rivés sur toi en mode « Ouais, t'aimerais tout être comme elle quand je suis plus grande ». Alors qu'en vérité, le vrai travail technique, pour moi, et le plus impressionnant, il est fait par les bloqueuses. Mais les gens sont ingrats envers les bloqueuses parce qu'ils n'ont aucune... Ils ne comprennent rien à ce sport parce que personne n'y comprend rien. Et du coup, c'est moins visible leur travail. Mais du coup, c'est un poste qui est quand même si c'est un sport d'équipe et qu'on fait plein de choses avec l'équipe, c'est un sport qui est, enfin, c'est un poste qui est un peu plus individuel et des gens peuvent jouer assez perso. Et donc, tu peux être... les jammeuses sont souvent insupportables, comme moi, à se la racler à mort, à mort, à mort. Comme les buteurs au foot. Et c'est exactement le même enjeu. C'est ça. Les buteurs au foot, ils doivent quand même faire des choses avec leur équipe, mais c'est eux qui sont retenus comme étant les stars et ça vient créer une individualisation. C'est exactement pareil. C'est une très bonne comparaison. J'ai monté ça hier. Je me faisais chier. Incre. Oui, j'ai pas la musique là. Faut pas me faire strike. Avec la musique, c'est encore mieux, bien sûr. C'est beau, c'est beau. Regardez ma meilleure fan. C'est ma voisine de mon village qui dit c'est beau, une icône. Bah oui, vous voyez. La meilleure réponse à apporter à ce Reels quand il y a la musique, c'est une icône. T'es pas la guitariste solide d'un groupe de rock, quoi. Si, c'est ça, c'est moi, c'est ça. Born to be a star, écoute, qu'est-ce que tu peux. Non, mais là, je fais un peu moins la maline parce qu'il va y avoir, j'ai bien compté, 7 personnes qui veulent mon poste dans mon équipe actuelle, qui veulent faire le même poste que moi. Il n'y a pas assez de place. Du coup, je pense que je vais juste aller bloquer, quoi. C'est quoi la moyenne d'âge des gens que tu connais qui font du roller derby? Beaucoup de meufs de 30 ans. Quand je suis arrivée, j'étais l'une des plus jeunes. Après, je suis arrivée, j'avais... Il y a un moustique, hein, c'est pour ça que je me frappe. Je suis arrivée, j'avais
Je sais plus. C'est dur là. 22 ? Oui, 22. Je crois. Mais j'étais pas jammeuse au début. C'est venu après. La suite. J'avais 22 ans ? J'avais 22 ans. Je crois que j'avais 22 ans. La suite. Mais c'était intéressant le parallèle que vous avez fait avec les buteurs au foot. Je vous trouve très intelligent. En plus d'avoir été drôle. Bravo. Je sais plus comment vous complimenter. C'est moi où t'as senti le cul de ton chat. Mais non, j'ai tourné la tête en mode qu'est-ce que tu fais? Genre... Il me saoule. Il me saoule parce qu'il prend trop de place là. Il se frotte à mon bouquin et tout. Il est en mode oui, ça fait 1 heure que j'attends pour la pâter. Mais il attendra encore. Alors, du coup, les logiques d'individualisation de la main-d'œuvre sportive ne se cantonnent pas seulement au moment de la négociation des contrats de travail. Elles se poursuivent au quotidien à l'occasion de la compétition. Si les matchs de l'équipe première constituent la finalité de leur métier, tous les footballeurs du groupe professionnel ne peuvent pas toutefois y participer. Souvent, ils se retrouvent à être remplaçants. Les places sont limitées. D'après les règlements footballistiques, seuls 11 titulaires et 5 remplaçants peuvent être inscrits sur la feuille de match pour environ 25 joueurs professionnels salariés du club. Ah, donc il y en a, ils sont même pas juste remplaçants, ils sont juste pas pris dans l'équipe première. Ok. Ces sportifs sont donc insérés dans une organisation du travail qui est sélective et concurrentielle. Tu as mis tes petites griffes sur moi. Je n'en peux plus. Nous faire autant de compliments ne serait-ce pas un code pour nous dire qu'elle s'est fait kidnapper? Je pense que j'essaye d'être sympa. De dire qu'en fait, souvent, je pense des trucs sympas et je les dis pas. Et je trouve que c'est du gâchis. Donc voilà, je fais ce travail-là. On les appelle les réservistes, voilà. Ces sportifs sont donc insérés dans une organisation du travail qui est sélective et concurrentielle. Cette asymétrie entre le nombre de travailleurs sportifs présents au sein de l'effectif du groupe professionnel et le nombre de places disponibles pour la compétition place les joueurs dans un rapport de dépendance personnalisé au coach. Donc chacun est dépendant de ce que pense le coach de lui. C'est 5 remplaçants en max pendant le match, ouais, c'est ça. Et 11 joueurs. En effet, c'est le coach qui est officiellement chargé de les sélectionner pour les matchs de l'équipe première. Une telle prérogative lui donne un pouvoir extrêmement important sur eux. Il est celui qui peut officiellement redéfinir la hiérarchie à l'échelle locale et distribuer aux joueurs de l'équipe des profits directement associés à leur participation à la compétition. Donc en gros, c'est le coach qui fait la hiérarchie entre les joueurs. Et il est moins bien payé que les joueurs. C'est un délire. Un délire, une dinguerie. Je me fais agresser par mon chat qui ne pense qu'à une chose, c'est de bouffer. Cette musique, je ne m'en lasserai jamais, je comprends. Ok, la suite. Il faut insister ici sur le fait que les footballeurs du groupe professionnel ont tout un ensemble d'intérêts. Putain, il m'a perturbé, il m'a fait trop peur. Il va me gnoc, moi, en fait, il est en train de me bouffer, moi. C'est un plaisir. Il faut ici insister sur le fait que les footballeurs du groupe professionnel ont tous un ensemble d'intérêts à participer aux matchs de l'équipe première qui vont bien au-delà du goût pour la compétition de haut niveau et la possibilité d'obtenir des primes collectives. C'est la règle depuis l'année dernière, avant c'était 30 remplaçants en cours de match. Ok. Par exemple, la stipulation courante de la clause dans les contrats de travail des joueurs, année de contrat supplémentaire et ou prime salariale, liée au taux de participation aux compétitions dans lesquelles est engagée l'équipe première, peut être particulièrement incitative. La prime salariale... Ah oui, parce qu'en gros, s'ils gagnent, ils ont une prime collective. Et là, ils peuvent améliorer le contrat de travail des joueurs s'ils sont largement sélectionnés. Le coach le mieux payé de son équipe pratique le pire football. Oui, c'est vrai. Mais après, le rôle de coach, c'est pas d'être le meilleur en tant que joueur. C'est question de stratégie et tout, quoi. Autre élément, la participation au match de l'équipe première est le primordial moyen d'acquérir de la visibilité sociale et de se construire une réputation à base collective. Ils peuvent notamment faire valoir le temps de jeu accumulé et individuel. Ils peuvent se montrer pour se maintenir ou évoluer sur le marché de travail. Donc en gros, ça leur permet d'être reconnus dans leur boulot et d'obtenir ensuite après potentiellement de nouveaux contrats. Toutes ces règles-là, moi je les connais pas, c'est bien si vous répondez dans le chat. Hein, parce que vraiment, j'aurais absolument rien à vous apporter.
Moi, je connais juste ce qu'il y a écrit dans le bouquin. On comprend alors que le coach, il incarne une figure centrale pour les footballeurs, dans la mesure où ses choix de sélection pèsent directement sur leur place au sein du collectif de travail, et plus largement sur leur carrière professionnelle. Les réactions qui traversent le vestiaire au moment où il y a un changement de coach mettent bien en lumière ce rapport de dépendance personnalisé. Certains joueurs qui étaient heureux de leur place dans le groupe craignent que les critères de sélection du nouvel encadrant leur deviennent défavorables. D'autres joueurs, mécontents de leur place qui leur était attribuée, peuvent au contraire se réjouir d'un changement qu'ils perçoivent comme une possibilité de remettre les compteurs à zéro. Tel est le cas d'Henri. Henri est milieu de terrain, il a 24 ans, il est satisfait d'apprendre le départ du coach qui avait jusqu'ici l'avait très peu fait jouer. Henri dit « Mon agent m'appelle, il me dit « Acosta a signé à Lens. Il y a Colombo qui le remplace. » C'est quoi ces faux noms? Tout le monde repart à zéro. What the fuck? Du coup, est-ce que tu te donnes de nouveaux espoirs? Ah bah oui. Quand un coach change, tu te dis « Ouais, lui, je dois lui montrer. » Tu te dis que finalement, c'est peut-être bon pour toi. Ah oui, bien sûr. Même quand ils vont virer l'entraîneur, c'est ce que se disent tous les joueurs. Quand un nouveau coach est arrivé, il ne connaît personne. C'est un nouveau. Donc je vais me bouger le cul, je vais lui montrer. Parce que l'autre, il n'avait pas compris. Hein. Jamais tu te dis genre, j'avais pas assez donné. C'est toujours le coach. C'est la faute du coach. Incroyable. Et écoutez, si je suis mauvaise, c'est la faute du coach. En vrai, oui, ça arrive. Hein. Ça arrive quand même que... En fait, comme il y a quand même un peu de jeu de perception, je trouve qu'en sport, en fait, il y a pas mal ce truc de comment tu es perçu par tes coachs. Et des fois, il suffit de certaines choses pour que les coachs te fassent pas confiance ou minimisent tes capacités. Tu peux être sous-estimé par tes coachs. Ça arrive. Et puis après, t'as des jeux de... Même s'ils essayent de créer une relation un peu distante avec leurs employés, finalement, qui sont les joueurs, bah, ça reste que parfois, il y a des liens d'interrelation, quoi. C'est de l'interrelation. Il y a aussi du management quand ton chef est con, t'as pas envie de te donner. C'est clair, bien sûr. Je n'arrive pas à être objectif avec le foot. Je détesterai toujours, je crois. Mais là, en fait, c'est juste... L'objectif du bouquin, c'est pas de vous dire est-ce que vous allez aimer ou détester le foot. Hein. C'est juste... Le foot, c'est un vrai travail. Voilà à quoi ressemble le travail des footballeurs. C'est tout, hein. Enfin, il n'y a pas d'autre but. Hein. Vous avez le droit de ne pas apprécier ce sport plus que ça ou quoi. Hein. Le fait que le niveau à l'entraînement n'est pas toujours le même lors des matchs de compétition. Alors ça, j'ai pas capté. Mais ok. Bonjour à tous et toutes celles qui arrivent et que j'ai loupé. Ah non, mais t'excuses pas, Bedge. Je précise juste, du coup... Voilà, t'as pas besoin d'être fanzous de foot. Ça montre un peu à quoi ça ressemble d'être dans un sport professionnel. Un sport d'équipe professionnel, en fait. Je sais pas ce que j'ai à tripoter mes cheveux, c'est un délire. Salut Médicis, merci pour les 18 mois de soutien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. 19. Merci pour le prime et 19 mois de soutien, Médicis. Oh putain. Je me fais tellement engueuler par mon chat. Au travail, ce qui détermine si tu es considéré comme un bon ou un mauvais élément dépend bien plus de la perception des managers que d'éléments objectifs. Oui, c'est ça qui me choque un peu. Là, c'est que du coup, ça veut dire que le mec, enfin le coach, quand il se barre, il a pas des fiches sur chacun des joueurs parce qu'il est en mode oui, il est nouveau, du coup, il connaît rien. Oui, mais il doit y avoir une passation de pouvoir quand même avec l'ancien coach qui dit alors lui, moi je lui fais confiance pour ça, il a telle compétence. Forcément, le nouveau coach va se faire son avis, mais il n'y a pas ce truc-là aussi. Certains joueurs ont tendance à être à l'entraînement qu'en match, c'est un facteur à prendre en compte pour les coachs. Meilleur à l'entraînement qu'en coach. Oui, mais en même temps. En même temps. J'arrive, je lis le titre et j'ai une publicité pour des cartes à collectionner Panini. Incroyable. Une cohérence finalement. Énorme. Il importe toutefois d'évaluer le poids d'un changement de coach sur les joueurs en fonction de leur position dans l'équipe. La teneur de leur réaction varie notamment selon la réputation qu'ils ont pu acquérir au cours de leur carrière et ce qu'ils pensent pouvoir faire valoir à l'échelle locale. Donc, il y a vraiment une question de réputation. Dans le monde pro, les nouveaux coachs connaissent déjà tous ses futurs joueurs comme d'anciens adversaires. Il a une connaissance du marché des joueurs. Oui, mais pour le coup, pas vraiment, les licenciements sont assez immédiats. Oui, mais pour le coup, donc il n'y a pas eu le temps d'avoir une passation, là c'est ce que vous êtes en train de me dire, et pas forcément de passation entre les coachs. C'est vrai que dans le monde de l'entreprise, il n'y en a pas forcément non plus. Oui, ça va être le reste du staff qui va faire la passation. Et après, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que comme il coachait sûrement une équipe adverse, ils se connaissent comme ça. Mais du coup, ça veut dire qu'il va pas connaître forcément ceux qui sont pas beaucoup sélectionnés, quoi. Et qu'ils ont peut-être une chance d'être repérés. D'où l'idée. Donc, la teneur de leur réaction varie notamment selon la réputation qu'ils ont pu acquérir au cours de leur carrière
et qu'il pense pouvoir faire valoir à l'échelle locale. Le cas de Thomas, défenseur de 22 ans, permet de saisir ce principe. Arrivé d'un club amateur de CFA sans aucune expérience de la Ligue 2, ce qui le reléguait dans un groupe de joueurs au palmarès le moins étoffé, Thomas est vite parvenu contre toute attente... Moustique de Nixam. Thomas est vite parvenu contre toute attente à obtenir la reconnaissance du coach en poste, reconnaissance qui lui a permis d'acquérir une petite visibilité en Ligue 2. Pour lui, le départ du coach prend une teneur terriblement anxiogène. À la différence de joueurs déjà plus expérimentés à ce niveau de compétition et plus reconnus, lui ne peut pas faire valoir un long passé. Il est alors particulièrement inquiet, tant il craint de voir s'effondrer le petit capital acquis qu'il se concevait dans cette relation de domination personnalisée et dont la valeur lui apparaît alors fortement attachée à l'ancien encadrant. Donc en gros, il est en train de dire que la relation joueur et coach, c'est une relation de domination, mais qui est vraiment liée à la personne. Et du coup, quand ça change, t'es niqué, quoi. On voit parfois des joueurs qui retrouvent du temps de jeu lorsqu'il y a un changement de coach. Ismaël Benasser, lors de sa première saison à Milan, il termine la saison en étant selon moi le meilleur joueur du club. C'est un truc de ouf, ça. D'un seul coup, changement d'entraîneur. D'un seul coup, on regarde les informations pour savoir qui est pressenti pour reprendre le poste. Quel est ton profil, tout ça. Ça, c'est ce que dit Thomas. Il dit « Je regardais sur internet quel était le type, car il faut qu'on s'adapte. On se dit, est-ce qu'il va me faire confiance comme l'ancien entraîneur le faisait? C'est difficile. Là aussi, c'est difficile, c'est que je n'avais pas de statut. Avant, l'entraîneur, il me connaissait. Et lui, s'il a regardé des vidéos, il m'a connu que sur 15 matchs. Donc là, on se dit, peut-être qu'il va pas me faire confiance. Parce que j'ai pas de passé, j'ai pas de vécu. » C'est intéressant le fait que la domination soit due au poste, mais aussi varie en fonction de la personne. Oui, mais après, effectivement, dans des postes de manager, etc., il y a des relations qui se personnalisent progressivement. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment inhérent, vraiment. Parce que tu es sélectionné à chaque compète, quoi. Donc c'est encore plus fort que dans d'autres boulots. Ce pouvoir du coach sur les joueurs structure fortement en retour les relations que ces derniers entretiennent avec lui au quotidien. Ils sont en effet particulièrement soucieux de maintenir une certaine distance avec le coach, pour ne pas être soupçonnés par leurs collègues de vouloir influencer ses choix en matière de sélection et risquer ainsi d'être renvoyés au statut d'indigène et homophobe de suceur. Donc voilà, donc le terme indigène, c'est comme ça que parlent les sociologues. M'embrouillez pas, je sais pas pourquoi ils disent ça. Mais en gros, les termes indigènes, c'est violent. Hein. C'est lié, je pense, à l'anthropologie à la base. Et j'ai des poils dans le nez de chat de merde. Plus. En gros, quand vous étudiez des gens, une population, donc là par exemple les footballeurs, quand vous voulez parler des mots que eux ils utilisent, leur langage à eux, vous dites des termes indigènes en sociologie. C'est les autochtones du coin, exactement. Voilà. Donc le terme indigène, c'est ça. Donc en gros, ils ont peur, quand il y a un nouveau coach, de faire... Enfin, en gros, ils ont peur des interactions qu'ils vont avoir avec le nouveau coach pour pas passer pour un suceur. Et donc, effectivement, il précise que c'est un terme homophobe. Mais il faudrait qu'on parle... Il faudrait que je retrouve le nom du film, qui est un film de fiction, et qui se base sur une histoire vraie, sur l'homophobie dans le foot. Bonne nuit, Besoin. Merci d'avoir l'URC. L'homophobie dans le sport? Non, jamais. Les propos de Cédric, défenseur âgé de 33 ans, qui a évolué pratiquement toute sa carrière dans le club de Ligue 2, et qui a ajouté près de 300 matchs à ce niveau de compétition, sont exemplaires, donc montrent en gros, servent d'exemple, du souci qu'ont les footballeurs du groupe professionnel à garder leur distance avec celui qui a le pouvoir de les classer. Oui, donc c'est ça ce que je disais, ils essayent de créer un lien un peu interpersonnel avec le coach, quoi. Putain, Zira, je viens chez toi demain, j'ai rien. C'est demain? Oh, j'ai rien qui est prêt. Panique à 23h22. J'ai rien qui est prêt. J'ai pas sorti ma valise du Frames. J'ai pas fait ma vaisselle avant le Frames. Du coup, là, j'ai la vaisselle d'après le Frames à faire. J'ai pas ouvert ma valise alors qu'il y a un melon dedans. C'est une dinguerie. Tu m'as dit vendredi. Ouais, je viens demain. Demain, je pars à 17h de Lyon. Je sais pas à quelle heure j'arrive chez toi. Je t'enverrai des messages. Oh, la dinguerie. Et je dois me lever à 7h du matin après pour jouer. Tu vas adorer m'avoir chez toi. Adorer. Ça va être exceptionnel.
Ah là 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 là. Exceptionnel. Demain matin, la vaisselle et rangement. Oui, alors la suite. Attendez, je finis parce que il me reste une page à lire, littéralement. Et après, je vais faire ça. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Demain, ça live à 9h. Mais oui, sinon, je n'allais pas streamer pendant un mois. Mais vous savez que quand on ne stream pas, moi, c'est mon taf principal, cette merde. Quand je stream pas chaque jour, pas streamer, c'est un jour où je suis pas payée. C'est un fait. Après, c'est pas un problème parce que vous me donnez de l'argent, mais ça se voit quand même hein, quand il y a une baisse. Ça se sent, mais c'est normal. Après, je suis très contente d'être partie au frame, c'est tout. Mais juste, le derby, on va éviter que ça me prenne trop ma thune. Hein. Parce qu'après, je vais pas pouvoir payer les déplacements derby. Football Manager reprend bien cette idée de relation coach-joueur ou de groupe de joueurs plus ou moins proches. C'est vrai? Ah, ça donne trop envie d'y jouer. Il paraît qu'il est super bien ce jeu, Football Manager. Il y a un tout petit club de foot juste à côté de chez mon copain. Le terrain autour sert de parc, donc il m'arrive souvent d'y aller pour me poser et dessiner dans l'herbe. La quantité d'insultes et de remarques homophobes et sexistes que j'ai entendues en fond à la minute est assez hallucinant. Ah, ça fait souvent... C'est souvent le cas dans des groupes 100% masculins, en vrai. Qui sont pas formés à tout ça. C'est le petit entre-soi viril, quoi. Il faut prouver qu'on n'est pas une tapette, hein, tout simplement. C'est ça, les bails. Ouais, il paraît que c'est incroyable, Football Manager. Donc voilà, donc Cédric. Les propos de Cédric. Concentrons-nous. C'est un défenseur âgé de 33 ans qui a évolué pratiquement toute sa carrière dans des clubs de Ligue 2. Il a joué plus de 300 matchs à ce niveau de compétition. Et donc, il montre la difficulté de marquer la distance avec le coach. Cédric dit « Moi, je préfère des rapports salariés-employeurs. Pour moi, c'est comme ça. Pour moi, j'ai toujours eu du mal à être proche d'un entraîneur parce que pour moi, bah, c'est con, mais en étant proche de lui, quelque chose, il dit encore pour moi, quelque part, c'est faussé. Parce qu'il y a une arrière-pensée en se disant « C'est lui qui décide de mon avenir. » Donc pour moi, c'est du faillotage d'être proche d'un coach. J'ai jamais pu le faire vraiment, tu vois. Tu vois, pour moi, tu vas être... blaguer avec son entraîneur, c'est... Pour moi, c'est pas sincère. Pour moi, c'est parce que tu veux bien te faire voir, tu vois. Donc moi, je préfère les relations chacun à sa place. Et il me tape pas sur l'épaule, je lui tape pas sur l'épaule. J'essaie de faire mon travail, tu vois. Moi, je suis plus dans ce rapport-là. Pour moi, ça correspond plus au métier. Notre avenir dépend un peu de ses choix. Si tu veux être copain avec ton entraîneur, quelque part, c'est que tu veux l'influencer. Pour moi. Moi, je pense. Et t'as pas à faire ça. J'ai vraiment jamais dit autant de fois pour moi à la suite. L'asymétrie entre le nombre de footballeurs présents dans le groupe professionnel et les places disponibles pour la compétition inscrit donc ces travailleurs sportifs dans un rapport de dépendance personnalisé au coach, qui a officiellement le pouvoir de sélection, instrument central de l'exercice de sa domination. Il s'agit désormais de se pencher sur la mise en œuvre concrète de cette sélection au quotidien. Ah bah ça sera la prochaine fois les gens. Parce que c'est extrêmement long et il faut absolument que j'aille faire, au moins que j'ouvre ma valise, que je mette les vêtements dans une machine et... Oh, mais j'ai pas le temps de faire une machine. Faut que je la fasse et que je l'étende là. Parce que je pars après mon stream demain. Demain matin, je stream à 9h, donc je vais être levée vers 7h30, 8h quoi. Je stream à 9h demain matin. Après mon stream, je mange, je prépare ma valise, je dois faire un tournage. Et ensuite, je prends la petite voiture, petit covoit pour aller à Marseille. C'est exceptionnel ma vie. Ah non, mais là, c'est pas vêtements propres ou sales, c'est que je n'ai plus mes culottes de sport. Parce que je ne sais pas pourquoi. Je les ai amenées... Je les ai amenées au frames. J'ai plus rien. Faut que je vérifie, hein. Je crois que j'ai plus rien à me mettre sur le cul pour le sport. Après, il m'en faut une. Hein. C'est un match. Je sais pas, je vais voir. Les vrais problèmes, quoi. Ah, il y a culotte, lave-à-main dans l'évier. Oh, c'est vrai qu'on peut faire ça. Le lavoir, mon gars. Eh ben, on va faire ça. Let's go. C'est ça de vendre ses culottes de sport sur lui. Ne me montrez pas, ne dévoilez pas mon deuxième businessman parallèle. Quand j'étais petit, j'accompagnais mon père qui était entraîneur dans une toute petite équipe de province. Sur le terrain, il y avait des remarques homophobes. Dans les douches, ça se faisait des blagues homophobes. D'homo refoulés. Je sais pas s'ils sont homo refoulés, mais c'est chaud, ouais. C'est très très chaud. L'Élix. Je tiens à dire que Thomas... Tac tac Thomas, mon bon vieux Thomas, fait absolument n'importe quoi. Je lui ai envoyé des messages avant le stream. Il a tout liké, il m'a pas répondu. Et là, il m'a écrit un truc en majuscule complètement aberrant.
J'ai trop d'adrénaline pour dormir. Bon écoutez, je vais quand même aller me coucher parce que, enfin, ou en tout cas préparer la valise et toutes mes petites affaires pour aller au derby. Je pense que c'est mieux que je fasse ça ce soir comme une adulte responsable, sachant que j'ai déjà mangé du guacamole. C'est un vrai repas du guacamole, non? Avec des chips. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de crever. Zira. Attendez, je fais passer mon message à ma pote en stream parce que c'est catastrophique. Zira, je mange... J'ai très mal mangé au Frames Festival parce qu'il n'y avait pas grand-chose pour les végans. Évidemment, c'était une galère pas possible. Ils nous ont donné des petits fours avec de la viande. Évidemment, j'ai quasiment rien bouffé. Et depuis que je suis rentrée à Lyon, j'arrive plus trop à manger. Et j'ai rien de préparé pour demain. Est-ce que je peux te payer pour que tu me nourrisses? Parce que si j'ai pas mangé pour le match, je vais mourir. Parce que là, je suis carencée depuis une semaine. Une semaine jour pour jour. Hein. Une semaine jour pour jour, carencée. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Je vais te payer extrêmement cher. Hein. Extrêmement cher. Ton prix sera le mien. Moi, je suis prête à donner... Je suis prête à te donner 50 balles pour le repas et 50 balles pour la main d'œuvre. Est-ce que ça te va? C'était pas dans l'offre? Ah, moi, je suis prête. Hein. 100 balles. Resto gastro. S'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bah oui, oui, oui. Écoutez, je paye pas une nuit à l'hôtel. Parce que c'était soit ça, soit une nuit à l'hôtel. Donc voilà. Allez, il y a un business plan. Allez, je veux te nourrir, maudit à ce prix-là. Mais non, mais là, ça fait chambre d'hôtel et repas. C'est incroyable. Je réfléchis. J'ai pas de note de frais. J'ai pas de note de frais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ben écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream extrêmement chaotique. Tu sais que j'arrive soon à Lyon. C'est vrai, je pourrais te nourrir à Lyon aussi, mais je sais pas cuisiner ni m'alimenter correctement. Je suis une catastrophe pour moi-même, autodestructive, triste et compagnie, donc c'est dead. Mais voilà. Des bisous, prenez soin de vous les gens, je vous retrouve demain matin à 9 h pour faire de la broderie. Je vous raconterai ma life et ça sera de la broderie énervée. J'ai pas brodé depuis super longtemps et je suis nulle à yesh, mais c'est pas grave, c'est juste une excuse pour discuter de politique. Voilà. Donc si vous avez envie d'avoir le petit talk show politique matinal, et ben rendez-vous demain. Et sinon je suis là que la semaine prochaine parce que je passe mon week-end à Marseille. Pour la première fois je vais à Marseille, ça va être exceptionnel. Des bisous à ceux que je verrai à Marseille, n'hésitez pas à venir me parler. Et rendez-vous la semaine prochaine, les réseaux sociaux et tout là. Allez, au revoir. C'est bien les streams du soir en fait. Avant je streamais jusqu'à 1 h du matin, je comprends pourquoi. Voilà. Des bisous. Au revoir. Merci à toutes les personnes qui ont sub et resub. Je vais pas le dire tout parce que je suis en retard pour nourrir le chat. Je l'entends dégueuler au loin. Au revoir. Je vous envoie où, l'eau? Je vous envoie où? Il y a des politico camarados encore à cette heure-là? Il y a R. J'ai envie de canner, il y a R. J'aime bien vous envoyer sur des streams politiques. Mais attendez, ils ont changé mon interface de stream. Il y a Jacotte. Je vous envoie chez Jacotte parce que j'ai été une énorme merde. C'est-à-dire que Jacotte m'a envoyé un message pour m'inviter à une émission. J'ai dit oui, dès que je reviens de vacances, je te réponds et on se cale ça. Et évidemment, je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Mais du coup, au moins, là, je réparais les problèmes. Voilà. Je vous envoie chez Jacotte. Des bisous. C'est en train de faire du React.